Nous retrouvons nos experts pour la suite de votre émission. Sami Ouro Sama, juriste, défenseur des droits de l'homme. Donatien Aousso, il est conseiller municipal, analyste politique. Il est également expert traducteur. Et le journaliste que vous connaissez très bien, Germain Pouli, directeur de publication de Togo, réveille avant de prendre la direction de Ouagadougou au Burkina Faso. On reste un peu au Mali. On parlait de ce cortège de l'imam Diko qui est issu des tirs de gaz lacrymogènes. Aucun blessé n'est à déplorer. Des contacts avaient pourtant été établis entre les forces de l'ordre et l'équipe de Mohamed Diko, selon Youssouf Diawara, de la coordination des mouvements, associations et sympathisants de l'imam, qui assure ne pas comprendre. C'est vraiment étonnant de leur part. Il n'y avait pas de débordement. On n'occupait qu'une seule voie et l'autre voie circulait. Très bien, Germain Pouli. Ben voilà, ça ce sont les organisateurs qui s'expliquent, mais après, vous savez que tout attroupement dans un lieu public et qui plus est sur la voie publique doit logiquement faire l'objet d'une autorisation ou d'une permission ou d'un accord tacite. Et si tel est qu'ils se sont accordés dessus, c'est sûr que des mesures ont été prises pour canaliser ce cortège pour que les autres puissent librement circuler, comme la coordination des mouvements et associations sympathisants dont de l'imam le dit. Maintenant, si tout a bien marché, pourquoi alors les gaz lacrymogènes? Peut-être qu'il faudrait attendre la version donc officielle du gouvernement pour expliquer cette situation. Mais après, même s'il y a une explication, on s'accorde quand même à dire qu'un religieux qui rentre avec ces honneurs-là, avec cette place-là qu'il a réussi à décrocher, c'est un honneur, ça choque. Mais en même temps, et n'oublions pas, comme je l'ai dit plus tôt, qu'il a une posture politique qui parfois l'expose. L'expose à des traitements réservés qui sont courants dans la politique. C'est un peu déplorable, mais je crois que ça peut arriver. Maintenant, on attend vraiment que le gouvernement réagisse pour dire s'il y avait un problème particulier, pourquoi il faut disperser les gens. Après, s'il n'y a pas de problème particulier, alors dire qui sont les auteurs donc, de ces tirs-là qui viennent quand même compliquer une situation assez complexe. Allez, on va quitter le Mali pour un pays frère, le Burkina Faso. Une cinquantaine de femmes ont été enlevées jeudi 12 et vendredi 13 janvier par des terroristes présumés à Arbinda dans le nord du Burkina Faso. La région est particulièrement confrontée depuis 2015 aux attaques de groupes terroristes liés à Al-Qaïda et à l'organisation État islamique. On vous retrouve Samir Ouro Sama. Alors, cette manière de faire, est-ce qu'on peut dire que c'est la nouvelle arme des terroristes au Burkina Faso? Est-ce que c'est la nouvelle arme des terroristes? En fait, quand on regarde de si près, ceux qui ont commis ce acte-là ne sont pas leur premier acte. Ils ont perpétré ce genre d'acte dans d'autres zones, notamment au niveau du Mali et consorts. Donc, ce sont des voyous de haut standing, ce sont des gens qui sont sans pitié. Ils sont prêts à massacrer les populations pour arriver à leur but. Je pense qu'ils ont là déclencher une autre étape de leur attaque. Vous savez que même ils ont eu à des moments donnés à attaquer les gens, même à la capitale. À Ouagadougou, on a assisté à des attentats. Maintenant, ce sont des enlèvements. On ne sait pas ce qu'ils vont faire de ces femmes-là, ce qu'ils feront d'abord sur ces femmes-là. Et souvent, ce sont des gens qui procèdent à des viols. Donc, ils vont violer ces femmes-là. Et ils vont faire tout ce qu'ils vont faire parce que avant de faire ça, ils vont prendre de la drogue. Ce sont des gens qui se droguent et ils prennent ce talibi de religion pour pouvoir commettre ces actes atroces-là que nous devons condamner. Je pense que ce qui se passe aujourd'hui au Mali, au Burkina Faso, autant pour moi, et plus particulièrement vous aimez le Mali, hein. Plus particulièrement dans la zone Sahel du Burkina Faso doit interpeller plus d'un. Ça doit interpeller la CEDEAO parce qu'on doit prendre à cœur ce qui se passe aujourd'hui. Parce que quand vous voyez la frontière qui existe entre, par exemple, le Burkina Faso, le Togo, le Burkina Faso, le Bénin
c'est vraiment une bande qui n'est pas maîtrisée. Donc une bande qui n'est pas maîtrisée, vous avez dans un pays des autorités qui ne maîtrisent pas la totalité du territoire. Et beaucoup de voix se sont élevées ces derniers temps pour alerter la communauté internationale sur ce qui pourrait arriver au niveau du Burkina Faso. D'autres ont parlé de guerre civile qui est en préparation. D'autres ont parlé de génocide qui pourra se produire également. Et ce sont des signes qui doivent interpeller la CEDEAO pour prendre à cœur ce problème, pour voir dans quelle mesure on peut mobiliser les partenaires internationaux pour régler ce problème le plus tôt possible au niveau de cette zone-là du Burkina Faso. Les autorités, vous savez, c'est ce que j'ai toujours dit. Quand le pouvoir est instable, nous ne pouvons qu'assister à ce genre d'actes. Un pays où au cours des 5-10 dernières années, on assiste à plus de 3 coups d'État ou 2 coups d'État. Donc le pouvoir d'abord est instable. Aujourd'hui, je ne suis pas sûr même que l'armée est en caution. Et il y a une discipline donnée au niveau de l'armée. Ce qui va se faire, c'est que vous allez voir quand ces actes-là vont continuer par se produire dans des zones comme ce qui s'est passé aujourd'hui et ce qui s'est passé la dernière fois avec l'enlèvement des femmes. Vous allez voir également qu'un groupuscule de soldats vont se retrouver également. Et comme ils ont la force de l'arme, eux aussi ils vont donner la raison comme quoi il y a de l'insécurité et que ceux qui sont au pouvoir n'arrivent pas à restaurer l'intégrité territoriale et ils vont également prendre le pouvoir. Et les populations vont encore sortir dans la rue pour les applaudir. Et vous allez encore, ça va être un cycle vicieux où nous allons assister aux mêmes événements alors que le problème n'est pas là. Donc le problème aujourd'hui du Mali et du Burkina Faso, on dirait que j'aime trop le Mali. Le problème aujourd'hui du Burkina Faso, c'est de voir vous aimez trop le président Goïta. Le pouvoir en place au Burkina Faso ne peut pas résoudre à lui seul le problème de sécurité du Burkina Faso. Il faudrait mobiliser tous les partenaires, en commençant par la CEDEAO, et que les pays frontaliers comme le nôtre, le Togo, je pense que le président Faure s'implique davantage sur ces problèmes-là de sécurité et de cohésion au niveau de la sous-région, mais également le Bénin, la Côte d'Ivoire. Je pense que nous devons tous apporter notre soutien aux autorités du Burkina Faso pour trouver une solution vraiment qui soit adaptée à ce que nous sommes en train de voir, parce que au fur et à mesure que nous laissons les choses faire, je pense que le Burkina Faso est en train de perdre progressivement son territoire. Et parlant de soutien, on se souvient, le président en exercice de la CEDEAO, le Bissau-Guinéen Umaro Sissoko Embalo, qui était à Ouagadougou récemment, a apporté son soutien, le soutien de la communauté au Burkina Faso. Donatien, les femmes se sont regroupées pour aller cueillir des feuilles et les fruits sauvages en brousse parce qu'il n'y avait rien à manger, a expliqué un des habitants, précisant qu'elle était partie avec leur charrette dans la journée de jeudi. Est-ce que selon vous, c'est la même question, c'est une nouvelle arme pour les terroristes? Oui, nous voyons aussi que dans l'art de la guerre, il y a de ces étapes-là où il faut passer à l'enlèvement, à la demande de rançon. Il faut faire peur. Il faut faire peur, surtout. Ici, je n'aime même pas la guerre parce que ce sont des voyous, des bandits de grand chemin qui sont sans foi ni loi, qui opèrent. Mais moi, avant de revenir à votre question, j'aimerais ici pointer du doigt la nécessité pour avoir une force task au niveau de la sous-région, c'est-à-dire la CEDEAO doit avoir des soldats à elle. L'idée est en gestation, je pense, pour pouvoir faire face aux coups d'État, etc. Mais ici... Et au terrorisme. Ils ont précisé aussi. Ici, je voudrais bien qu'on se décide. Le Nigeria a lui seul... la population de l'armée fait la population du Togo ici. Hein. La population de l'armée au Nigeria... disons la population de l'armée, je vais dire au Nigeria, fait notre population ici au Togo, si je ne m'abuse. Donc j'aimerais bien qu'on puisse se saisir de ces endroits où les terroristes, sauf si certaines personnes gagnent à l'intérieur dedans. Parce que dans le phénomène du terrorisme, on en parle beaucoup au Burkina Faso, je dis au Burkina, au Nigeria, voilà, vous avez cité, il y a des complicités. Des complicités à les vendre, c'est un des pays les plus corrompus, surtout même l'armée qui est très corrompue. J'espère qu'ils ne vont pas descendre vers ici parce que nous avons dit qu'ils sont très corrompus. Parce que je ne comprends pas
En langue locale, on dit le serpent que vous connaissez ne doit plus vous mordre. Si le serpent que vous voyez vous mord encore, vous avez des soucis là, avec votre mentalité. J'aimerais bien qu'on puisse mettre le même zèle, l'ONU, hein, parce que nous faisons partie de l'ONU, ces États, puissent mettre le même zèle dans la gestion du terrorisme ici qu'en la guerre en Ukraine. Si on pourrait envoyer des armes à l'Ukraine pour faire face à la Russie, des tonnes d'armes, pourquoi ne pas envoyer des armes, au Burkina, en Afrique de l'Ouest pour faire face? Si, bien sûr, ce terrorisme ne profite pas à certaines personnes. Parce que je ne comprends pas. C'est l'impression que vous avez. C'est l'impression que j'ai. Je vous assure que c'est comme si certains vivent de la situation là et les femmes qui ont été prises, sûrement que les terroristes que j'appelle ici les salafistes, parce que ce ne sont pas des djihadistes, qui parlent de djihadisme, parlent de l'expansion de l'islam. Et c'est à la suite de l'Inquisition. On ne va pas encore aller pour faire l'histoire. Non, moi, franchement, cette chose qui se passe là, ce terrorisme qui se passe dans l'Afrique de l'Ouest, où on n'arrive pas à couper la tête comment on appelle, au serpent, et on l'invite à la cuisine pour dîner. Franchement, je ne comprends pas. C'est comme si certains vivent aux dépens de ça. Vivent aux dépens de la situation chaotique là qui se passe parce qu'on se demande, les terroristes trouvent leur DIP où? Des armes sophistiquées, des tanks. Ils trouvent ça où? Qui leur vend ça? Alors, ça vient, les gens disent que ça vient de la Libye. Suite à la chute de Kadhafi. Oui, il y a une mais bonne partie qui circule. Partout, il y a des alibis. Partout. Il y en a qui vendent des armes à ces terroristes-là pour alimenter ce qui se passe. Donc, ces femmes qui ont été prises, qui vont être violées, d'autres vont être enceintes, d'autres vont être tuées, alors que nous savons très bien que la femme porte le monde sur ses épaules. Votre développement aussi pointe du doigt la famine. Si ces femmes avaient de quoi se nourrir, de quoi manger, elles n'allaient pas sortir pour aller se retrouver dans les mains de ces hommes-là à guillotiner. Je le dis, si on prend ces hommes, il faut les guillotiner. Après les avoir questionnés pour savoir qui les finance, pourquoi ils font cela, il faut les guillotiner. Et je pense que le défenseur des droits de l'homme ne me dira pas qu'il ne faut plus faire cela. Parce qu'il y a certains, ce qu'ils sont en train de commettre, il faut les guillotiner. Alors, Gerber, pour lui, c'est une zone qui est sous blocus des terroristes depuis quelque temps. On l'a dit, depuis 2015. On a vu l'expérience des femmes enlevées au Nigeria. Alors aujourd'hui, quand on voit cela au Burkina Faso, ça doit faire peur. Ensuite, l'autre volet de mon intervention, bien de ma question, on a vu récemment l'ambassadeur de France au Burkina Faso, Luc Alland, qui a parlé de cela, pas forcément et précisément de ces femmes qui seraient enlevées, mais qui a parlé d'une probable guerre civile. Récemment, il y a l'opposant, Maître Herman Yameogo, qui a également parlé, lui, il a parlé de génocide même. La situation au Burkina Faso inquiète finalement. Oui, c'est très inquiétant, surtout que l'État, oui, le nouveau régime, donc celui du capitaine, a pris sur lui donc de régler le problème en comptant d'abord sur les énergies du pays, avec un recrutement de 50 000 volontaires pour la défense de la patrie. Et aujourd'hui, dans cette guerre-là, il y a quelques bavures aussi. Vous savez qu'il y a quelques innocents qui peuvent être malencontreusement confondus à des djihadistes et donc payer le prix. Et je pense que c'est pour ça que certaines voix dans l'opposition se sont levées pour dire que tel que les choses se passent, on risque d'arriver à une guerre civile du fait donc de ce qu'il apparente un peu à un génocide contre une certaine ethnie, un certain groupe ethnique donc dans le pays. Et maintenant, pour revenir à ces enlèvements, on a vu un Boko Haram enlever cette fois-ci carrément des gamines. Oui. Donc on se rappelle ces filles-là. La CIA, Scotland Yard et tout ça avait envoyé des experts pour aider à retrouver, mais ça a pris des mois et des mois, des années, voire des années. Et ça fait partie des stratégies
donc de ces groupes armés-là, qu'on ne peut plus continuer par appeler des djihadistes parce que les choses ont beaucoup évolué. Aujourd'hui, on passe pratiquement à un grand banditisme, même si certains continuent par se revendiquer d'un certain courant de l'islam, mais c'est beaucoup plus du grand banditisme. Et les enlèvements font partie donc des méthodes d'enrichissement et de fonctionnement de ces bandes armées-là. Ils prennent les femmes, parfois ils en profitent, ils en jouissent sexuellement. Parfois, ils les rendent contre le paiement de rançon. Ils prennent aussi du bétail. Ils prennent du bétail chez des éleveurs. Ils prennent même des impôts dans certaines zones où ils garantissent la sécurité de ces habitants-là contre un paiement. Et les populations sont bien obligées de payer ces rançons-là. Et ils vendent aussi des armes qu'ils arrivent à avoir de diverses manières, soit en attaquant des postes de l'armée ou de la police. Ils ramassent des armes, on en a vu au Bénin un peu partout, soit c'est des armes issues aussi d'un certain trafic. Voilà, donc ça fait partie de leur mode de fonctionnement, malheureusement, et ça vient encore alourdir le bilan de ces victimes-là. Et quand ça se passe comme ça, vous allez voir que le Burkina aujourd'hui, où on parle de 2 millions de déplacés, il va en avoir un peu plus. Parce que si vous êtes dans la zone, vous n'avez pas envie que quand votre femme va chercher à manger, que vous devenez célibataire parce qu'on l'a enlevé. En plus de l'inquiétude de tout ce qu'on pourrait faire à cette dame-là, vous n'êtes même pas sûr qu'elle pourrait revenir vivante. Ça va faire que des populations vont se déplacer, et c'est parce que les populations se déplacent justement qu'il n'y a plus de terres cultivables. Les agriculteurs quittent les zones, donc ils vont dans des localités où ils n'ont pas forcément accès à la terre pour cultiver, ce qui fait que finalement la famine aussi entre. Et au même moment, l'une des méthodes aussi de ces groupes, c'est d'avoir de l'espace. Et leur objectif, c'est de chasser les populations de certaines zones qu'ils occupent, et sur ces zones-là, ils se livrent à toutes sortes de trafics, et ils construisent pratiquement un territoire qu'ils exploitent, et ils se font de l'argent. Et donc, je crois que ce que le capitaine essaie de faire, c'est une bonne chose, mais c'est très lent. Il y a un opposant qui a eu quand même le courage de lui dire que son bilan ces 3 mois-là, plus catastrophique que celui de Damiba, qu'on avait jugé incapable de régler la situation et qui a justifié justement ce coup d'État. Et comme l'a dit Samir, je crois qu'il faut passer à des solutions régionales. Mais moi, je ne suis pas d'accord avec Donatien qui m'excuse, qu'on compte encore sur l'ONU, les Européens et tout ça. On a vu le G5 Sahel qui n'a jamais eu les moyens faute de financement. Mais quand il a fallu financer la guerre en Ukraine, on a vu qu'on a mobilisé. C'est ce qu'il a dit. C'est anormal. Donc il faut cesser de compter sur ceux-là, et la dernière sortie de la CEDEAO qui parle de créer cette force-là est un bon début. Il y a déjà une opération Koundalgou entre des pays comme le Ghana, le Burkina, le Togo, le Bénin n'a pas totalement adhéré. On espère qu'il va rejoindre. C'est des débuts de solutions. Après, les droits de poursuite qu'il faut aussi négocier pour les armées qui maîtrisent un peu plus leur territoire pour qu'ils puissent aller ailleurs. Mais nous sommes dans un pays où, il faut le rappeler encore une fois, au moins 40% du territoire n'est pas maîtrisé par l'État. Et donc, ça suppose que 40%, presque la moitié du territoire, est contrôlé par les groupes armés, donc ils font leur loi, et ça va être une bataille très difficile. On espère que le jeune capitaine sera à la hauteur. En tout cas, il est motivé, il a la volonté, mais en face, le défi est énorme, et c'est pas un défi purement national, ça ne concerne pas un seul pays, et d'où l'importance donc pour nos pays, d'abord de la sous-région, de mutualiser leurs forces et énergie pour définir des lignes communes de combat avant les lignes au niveau de chaque pays. Allez, la dernière pause, et on vous retrouve, chers invités, chers amis câblés, pour la suite et la fin.